Bonjour, je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais édifiantes, inspirantes voire rassurantes autour des thèmes de la mort et du deuil, avec des invités qui ont accepté de partager leur expérience, mais aussi avec des professionnels qui accompagnent au quotidien des familles endeuillées. Je souhaite, avec ce podcast, apporter un éclairage nouveau sur l'une des périodes les plus difficiles d'une vie pour vous permettre de mieux comprendre ces moments afin de mieux les vivre. Bonjour, bienvenue dans Vivant, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je partage avec vous ma conversation avec Cécile Flasselière. Cécile est psychologue et partage avec moi l'aventure Tranquillité.fr depuis maintenant quelques mois. Dans cet épisode, nous aborderons la place des émotions qui nous bouleversent suite à un deuil, comment les gérer, comment mieux les accepter, mais également comment parler de la mort avec nos enfants, quand nous-mêmes en tant qu'adultes, nous avons tellement de mal à parler librement de ce sujet. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Cécile Flasselière. Bonjour Cécile, bienvenue dans Vivant. Bonjour Teddy. Est-ce que tu vas bien ? Écoute, je vais très bien et je suis ravie d'échanger avec toi sur ce sujet. Écoute, plaisir partagé. On s'est rencontrés dans le cadre de mon ancienne profession, il y a quelques années de ça, et tu m'accompagnes également au sein du projet Tranquillité.fr. D'ailleurs, depuis son lancement, quand je t'en ai parlé, tu as accepté tout de suite, donc je te remercie vraiment de ta confiance, Cécile. Écoute, merci pour ta confiance également. Et puis, quand tu m'as parlé de ta nouvelle entreprise et de ton nouveau projet, voilà, moi j'aime beaucoup ce côté, l'énergie qui peut ressortir d'un nouveau projet. Et puis le fait de pouvoir m'associer à toi, c'est une joie parce que je trouve que on va beaucoup plus loin quand on est plusieurs et donc on trouve aussi nos forces dans le collectif, j'en suis persuadée. Donc c'est avec une grande joie. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Cécile, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter ? Alors, Cécile Flasselière, donc je suis psychologue clinicienne de formation, avec une formation qui est plutôt classique, puisque j'ai été, de par mes études universitaires, formée à la psychologie clinique, à la psychanalyse, avec voilà, une approche un peu classique. Et puis, je suis également donc, psychothérapeute et hypnothérapeute. Et au fil des ans, très vite d'ailleurs, j'ai développé d'autres approches que la psychanalyse, des approches beaucoup plus récentes aussi, et puis ce qu'on appelle les thérapies brèves et intégratives, donc qui permettent de travailler peut-être un peu plus rapidement et de répondre à différents besoins des patients. Alors j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, quand on dit le mot psychologue, les gens s'imaginent une personne dans son cabinet avec sa petite paire de lunettes coincée entre ses dents et son canapé. Et la première chose qu'on vous demande, c'est bon bah écoutez voilà, installez-vous sur le canapé, allongez-vous, parlez-moi de votre moment, parlez-moi de votre passé. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça ? J'imagine hein, que parfois, dans certains endroits, ça se passe comme ça. En l'occurrence, moi, dans mon cabinet, non, ça se passe pas vraiment comme ça. Je reçois les patients au moment du premier rendez-vous. C'est essentiellement une prise de contact. Donc, on fait connaissance, on prend le temps d'échanger sur ce qui les amène, sur la façon dont je pourrais les accompagner. C'est vraiment quelque chose qu'on construit ensemble. On appelle ça l'alliance thérapeutique d'ailleurs. Mais voilà, grâce à nos interactions et grâce à nos discussions, en fait, l'accompagnement peut se faire. Il y a un canapé dans mon cabinet, donc les gens peuvent effectivement s'allonger si ils en ressentent le besoin ou l'envie. Mais spontanément, systématiquement, c'est pas ce qu'on fait en premier lieu. Voilà, on prend vraiment le temps de se connaître et quand on est amené à parler de ce qui s'est passé avant, ou même peut-être de l'enfance, comme tu pouvais le dire, c'est dans un cadre très particulier et c'est parce que peut-être il peut y avoir des liens à faire avec des choses qui se sont passées avant. Mais c'est pas systématique non plus. Et dans ton quotidien, quelle approche toi tu as vis-à-vis de la gestion du deuil ?
Alors, moi, je travaille beaucoup sur la notion de compassion et de bienveillance. Et ce qui me semble enfin, très important, c'est peut-être de permettre et que la relation avec le thérapeute puisse permettre à la personne qui vient consulter euh, de faire le point avec ses émotions, ce qu'elle ressent pendant ce processus de deuil dans lequel elle est. Donc prendre le temps de reposer ce processus qui est en fait un long chemin, qui est à la fois conscient et inconscient, et puis autoriser l'expression, quelle que soit cette forme d'expression, autoriser l'expression des émotions, parce que ce processus de deuil que l'on connaît tous à un moment donné de notre vie, c'est un chemin qui réactive et qui fait vivre tout un tas d'émotions diverses et variées. Et je crois que c'est important de permettre à la personne de pouvoir identifier en fait ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent et d'autoriser l'expression de ce ressenti, quel qu'il soit, que ce soit de la colère par exemple, que ce soit des regrets, de la culpabilité, du chagrin, de la tristesse. Donc déjà, on prend le temps en fait de parler de ce qui se vit à l'intérieur, des différents mouvements émotionnels. Et l'idée, c'est aussi de permettre à la personne d'accepter ces émotions qu'elle ressent. Et en quoi le fait d'exprimer ses émotions auprès d'un thérapeute va aider la personne en deuil, en souffrance, à aller vers un mieux-être? Il y a une phrase qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et je crois qu'effectivement, s'autoriser l'expression de son ressenti, s'autoriser l'expression de ses émotions, c'est permettre peut-être une forme de libération et donc de libération intérieure. Donc ça peut permettre et un soulagement et d'aller aussi vers l'acceptation qui est tout un processus, c'est un cheminement d'accepter. Hein, on n'accepte pas en une semaine les choses. Et puis, quand on parvient à cette libération et à cette acceptation, on va beaucoup mieux puisqu'on est capable finalement d'accueillir ce qui est, de ne plus résister à ce qui est, de ne plus lutter contre et de faire de la place finalement à ce qui est. Et c'est le travail qu'on peut faire avec les émotions, par exemple, où quand on arrive à accueillir ses propres émotions, quelles qu'elles soient, sans jugement, sans lutter contre et sans résister, et qu'on arrive à leur faire de la place, eh bien, elles traversent, elles nous traversent, mais c'est beaucoup moins douloureux, et généralement, en plus, ça va plus vite, et on avance beaucoup plus sereinement vers autre chose, et vers notamment cette acceptation et ce mieux-être. Et même si les choses s'améliorent, l'expression des émotions reste quand même assez compliquée dans notre société actuelle et associée à différentes fausses croyances. Comment on peut s'autoriser à exprimer ses émotions dans notre société aujourd'hui? Ben, je crois qu'effectivement, tu as raison. Si on reprend les choses un peu en amont, on est effectivement dans une culture où on n'a pas forcément appris aussi à exprimer ses émotions dans l'éducation qu'on a reçue notamment. Euh, et, et où parfois exprimer son émotion, ça s'associe à une idée de faiblesse. Il y a beaucoup de gens qui ont cette fausse croyance que si je suis triste ou si j'ai peur, c'est que je suis pas courageux ou bien c'est que voilà, je ne suis pas assez fort. Et on voit bien avec l'expérience aussi et quand on le vit soi-même que finalement les émotions, c'est pas du tout une faiblesse, mais ça peut même se transformer en force à partir du moment où on leur fait de la place. Alors après, il y a différentes manières d'exprimer ce qu'on ressent. Il y a des gens qui le font oralement, par la parole, qui le font verbalement. C'est ce qu'on peut faire notamment voilà, dans un accompagnement psychologique ou avec un thérapeute.
où c'est finalement un espace et un temps qui est aussi dédié à cette expression des émotions. Mais on peut le faire aussi de différentes façons. Il y a des gens qui préfèrent écrire ce qu'ils ressentent. Il y a d'autres personnes qui, elles, vont exprimer tout ça dans une activité ou dans une autre, que ce soit, je sais pas, le sport, la course à pied, l'artistique, le créatif. Donc après, je pense que il n'y a pas un seul mode d'expression, il y en a plein en fait. Et il y a peut-être même autant de modes d'expression qu'il y a de personnes. Chacun finalement trouve celui qui est le plus confortable pour soi. Et puis, ben, pour les gens qui n'ont vraiment pas appris à identifier l'émotion et à s'autoriser à la ressentir, ben, c'est tout un travail aussi d'acceptation. Alors, on peut s'interroger sur, tiens, qu'est-ce que je ressens là tout de suite? À quoi je pense, par exemple? À quoi j'associe cette émotion? À quel type de pensée? Qu'est-ce que je sens dans mon corps? Comment ça peut se manifester? Il y a beaucoup de gens qui pensent que la tristesse, enfin les pleurs sont liés à la tristesse. Mais pour certains, pleurer, c'est pas de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la joie. Enfin, donc voilà, on prend le temps, je pense, avec chaque personne de redéfinir un peu ce que sont les émotions, comment elles peuvent s'exprimer. Et, euh, et s'autoriser, bah, ça prend son temps. Donc ça s'apprend pour les gens qui ne sont pas très familiers de ça. Ça s'apprend en s'écoutant, en fait, et en revenant un peu à soi et à ce qu'on peut vivre de l'intérieur. Et justement, est-ce que tu as des outils ou des conseils pour s'aider à revenir à soi? Là encore, je pense qu'il y a plein de façons de revenir à soi. Euh, Quoi qu'il arrive, je pense que la méditation, c'est très utile. Alors moi, je pratique l'hypnose thérapeutique. C'est une autre manière de prendre un temps pour soi aussi. Et finalement, c'est un outil qui peut permettre le lâcher-prise. Euh, effectivement, il y a de plus en plus d'applications de méditation. Il y a beaucoup de gens qui font du yoga. Mais on n'est pas forcément obligé de faire une activité comme celle-ci. Je crois qu'après, on peut s'asseoir dans son jardin et prendre le temps de déguster, par exemple, un thé ou un café. On peut contempler un papillon sur une fleur pendant quelques minutes. Euh, et puis des fois, c'est des choses toutes simples dans la vie quotidienne, mais qui peuvent, par exemple, hein, régulièrement dans la journée, se poser la question, mais 2 minutes, de se dire, tiens, comment je me sens à cet instant-là, pendant qu'on fait autre chose. Voilà, ça peut être ça, revenir à soi. Et puis après, ça peut aussi se faire avec quelqu'un d'autre, soit un professionnel, soit une personne de l'entourage aussi. Il y a plein de façons, je pense, de revenir à soi. Alors effectivement, on est dans une société qui prône l'efficacité, la performance, la réussite, la rapidité, etc. Mais on voit bien aussi que les gens ne sont pas complètement satisfaits dans cette société et qu'ils cherchent des moyens pour se poser un peu, pour peut-être prendre un peu plus le temps, pour peut-être voilà, trouver des instants qui soient peut-être ressourçants dans une société qui va vite. Et je pense qu'il y a un peu des deux dans notre société. Il y a à la fois des choses qui visent à prôner le bien-être et à tout faire pour se sentir de mieux en mieux chaque jour, à chaque instant, voilà, avec le plaisir et la satisfaction. Et puis, il y a aussi d'autre côté cette société qui nous amène vers voilà, d'autres enjeux qui sont peut-être parfois difficiles à suivre. Et tout à l'heure, tu as parlé d'hypnose thérapeutique. Est-ce que c'est un outil qui peut être utilisé justement pour faciliter la gestion des émotions liées à un deuil? Alors oui, l'hypnose, c'est un outil aujourd'hui qu'on utilise pour pas mal de situations différentes et qu'on peut vraiment transposer en fait dans des situations diverses. Euh, l'outil d'hypnose, c'est comme la méditation par exemple, c'est comme la sophrologie, c'est ce qu'on appelle en fait euh, des outils de conscience modifiée, une approche avec la conscience modifiée.
Et donc, du coup, grâce à l'hypnose, on est dans un état de conscience qui est modifié, qui fait que on est là et en même temps on est ailleurs. Donc déjà, c'est un outil qui est ressourçant. L'hypnose, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que quand on arrive à lâcher prise un petit peu, on n'est pas obligé de lâcher prise complètement, mais quand on arrive à lâcher prise un petit peu, ben, on se détend déjà, on se ressource, on récupère. Et puis, l'hypnose, c'est une approche qui utilise beaucoup de visualisation, de suggestion, qui utilise aussi des métaphores, des contes, des choses finalement très imagées. Et grâce à ça, dans le cadre d'un processus de deuil, on peut travailler différents aspects, comme par exemple faciliter le détachement à la personne qui a disparu. Ça peut permettre aussi de travailler l'apaisement des émotions, le stress qui peut être lié au deuil et au quotidien. Et puis l'avantage aussi dans cet état de conscience modifié, c'est que on n'a pas de temporalité. Donc on peut travailler aussi bien sur des choses du présent que sur des choses du passé et des choses du futur. Et parfois même, on peut travailler ça dans une seule et même séance. Et donc, parfois, quand il y a des deuils qui sont difficiles à faire, ça peut permettre aussi, en utilisant le passé, de relier finalement la personne au défunt et de permettre peut-être une réparation de quelque chose ou bien de dire au revoir ou bien voilà, de faire ce qu'on n'a pas forcément pu faire. Là, on le fait d'une autre manière. Et on peut travailler aussi sur le futur, donc on peut travailler sur les projections du futur. Et là, du coup, on rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la question du bien-être. On peut permettre à la personne de se projeter finalement dans une situation où elle va bien, une situation où elle se sent bien, et l'accompagner pour qu'elle arrive à mobiliser elle-même ses propres ressources pour à nouveau retrouver cette sensation de bien-être. Et pour ceux dont le terme visualisation paraît un peu flou ou obscur, est-ce que tu pourrais donner simplement un exemple pour aider à mieux comprendre? Alors, quand on parle de visualisation, finalement, que ce soit en hypnose ou dans d'autres thérapies qui utilisent l'état de conscience modifié, l'idée de cette visualisation, c'est euh, de permettre à la personne d'utiliser ses perceptions et ses sens. Donc, moi, ce que je propose, par exemple, comme visualisation, ça va être visualiser, par exemple, euh, un moment agréable de la vie du patient, de la personne. Alors, ça peut être un moment agréable quand on est dans le cadre d'un travail de deuil. Ça peut être, par exemple, voilà, un moment de partage, un moment agréable, un souvenir agréable avec la personne qui est décédée, par exemple. Et puis, on invite à ce moment-là la personne qui pratique l'hypnose à entrer progressivement dans ce souvenir. Donc, par exemple, à le visualiser, à regarder les couleurs, regarder le décor dans lequel ce souvenir se déroule. Et on va l'inviter à son rythme. Et ça, c'est très important. Euh, à replonger en fait dans ce souvenir agréable. Alors en termes de ressenti aussi, en associant peut-être les émotions qui sont là à ce moment-là, en étant à l'écoute des sons, des paroles qui se disent, des sensations physiques, voilà. Et, euh, et on travaille à partir de ce souvenir qui fait du bien et que peut-être certaines personnes ont besoin de retrouver à un moment donné quand il y a beaucoup de souffrance. Et justement, suite à ce type de séance, est-ce que le retour à la réalité n'est pas difficile à accepter justement suite à ces visualisations qui sont très agréables et très positives, de moments apaisants avec la personne qu'on aime et qui a disparu?
Alors, quand on fait de l'hypnose avec un thérapeute, je pense qu'il faut, enfin c'est important déjà d'être en confiance avec la personne qui accompagne, avec le thérapeute en question. Et effectivement, l'idée de cet outil qui est l'hypnose, c'est de permettre des choses et puis c'est d'accompagner la personne vers un mieux-être et de l'aider finalement à dérouler son processus de deuil. Donc, le retour à l'ici et maintenant, il s'accompagne par le thérapeute et c'est important effectivement de veiller à comment va la personne, à aller doucement dans le retour à la réalité et évidemment à accompagner les émotions qui peuvent être là à ce moment-là, quelles qu'elles soient. Et c'est tout un travail d'accompagnement. L'idée, c'est évidemment que ça fasse du bien aussi, hein. Donc, et quand bien même il y aurait des émotions peut-être intenses ou peut-être voilà, peut-être plus inconfortables et plus difficiles, ben là aussi, on les accompagne, ces émotions. Donc, on va plutôt chercher à les laisser vivre pour permettre de les apaiser et de vivre avec au mieux. Bah, je te remercie beaucoup. Euh, Tu as parlé de processus de deuil, et c'est vrai que depuis le début du podcast, ce terme revient souvent, et pour autant, on ne l'a pas défini, on n'a pas expliqué ce que pouvait être ce processus de deuil. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot, s'il te plaît? Oui, alors c'est vrai que moi je parle de processus parce que c'est quelque chose qui se fait euh, de façon très intérieure, euh, avec beaucoup de mouvements intérieurs différents, et puis bah, c'est un long cheminement. C'est-à-dire que voilà, il y a pas de règle en soi, chacun a son propre processus, hein, avec ses propres ressources. Euh, mais donc, il y a pas de durée moyenne ou de choses comme ça. Euh, Chacun va à son rythme. En tout cas, voilà, l'idée du processus, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement à l'intérieur de nous et bah, qui fait son travail et qui fait son chemin un jour après l'autre. Donc effectivement, il y a différentes étapes qui ont été décrites par beaucoup d'auteurs. Euh, Moi, je pense que ces étapes ne se font pas de manière linéaire et que voilà, les gens peuvent passer une étape, revenir à une autre et remonter, redescendre et que voilà, c'est pour ça que c'est un processus. C'est parce que finalement, voilà, rien n'est linéaire. Les gens vont et viennent dans leurs émotions. Euh, donc, si je reprends un petit peu les étapes qui ont été décrites par différents auteurs, on retrouve ça notamment chez une dame qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross. Christophe Fauré aussi qui a parlé des étapes du deuil. La première étape qui est souvent décrite, c'est au moment de l'annonce du décès. C'est une étape qui s'appelle le choc, la sidération. Donc c'est une étape qui est en général très courte, qui est liée au choc de l'annonce. Donc la sidération, c'est voilà, dans l'idée de quelque chose se fige. Il y a des gens qui disent que le ciel leur est tombé sur la tête. Il y en a d'autres qui disent que le sol s'est ouvert sous leurs pieds. Enfin voilà, c'est vraiment cette idée que quelque chose d'énorme vient de m'arriver et de me tomber dessus. Donc c'est ce qu'on appelle le choc. Généralement, c'est une étape qui est assez courte et qui dure peu de temps. La deuxième étape qui a été décrite, c'est l'étape du déni, qui consiste en fait à, à nier d'une certaine manière la réalité existante. C'est-à-dire, voilà, comme c'est très difficile d'accepter ce qui est et d'accepter ce deuil et ce décès, eh bien, le déni, c'est un mécanisme de défense psychologique, inconscient, qu'on a tous, qui consiste à faire comme si, en fait, les choses n'existaient pas. Donc, ça peut être, par exemple, de penser que la personne va revenir. Euh, alors généralement, l'étape de déni, c'est une étape aussi qui est transitoire, qui dure bah, le temps qu'elle dure, mais voilà, qui ne s'installe pas. On voit par contre que chez certaines personnes, pour qui le deuil est beaucoup plus difficile à faire, le déni peut s'installer. Et parfois, on voit des gens qui, des années plus tard, continuent d'attendre la personne disparue, de mettre le couvert pour deux.
Voilà. Ou bien de laisser, par exemple, la chambre ou le bureau intact en n'ayant rien touché aux objets, voilà, comme si la personne allait revenir. Donc ça, c'est l'étape qui s'appelle le déni. En général, c'est la deuxième étape dans la description qu'on en fait. D'accord. Voilà. La troisième étape, c'est souvent une étape qui est associée à une émotion qu'on appelle la colère, avec une forme de révolte, de besoin d'exprimer ses regrets, sa colère. Donc, c'est plutôt une étape qui consiste à extérioriser sa souffrance, en fait. Donc là, on est sorti du déni, en fait, dans cette étape-là, hein. On avance dans le processus, mais l'émotion dominante, c'est plutôt la colère. Alors après, qui peut être tournée sur tout le monde, hein, sur soi, sur les autres. Voilà. L'idée, c'est que cette colère puisse aussi se dire, s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Généralement, après la colère, on est assez fatigué. Il y a une étape qui est plutôt une étape d'intériorité, où là, l'émotion dominante, c'est plutôt la tristesse, avec du chagrin, avec peut-être des regrets, et puis un besoin aussi de se replier, un besoin de retrait social, un besoin voilà, de se recroqueviller un peu sur soi, en recherchant la consolation, en recherchant l'apaisement, et en évitant au plus possible les stimulations. Et puis la dernière étape qui est décrite souvent, c'est l'acceptation. Hein. Donc le moment où je recommence à me projeter dans ma vie, à me sentir de mieux en mieux, à voilà, avoir de nouvelles relations, de nouveaux projets, et reprendre en fait mon quotidien avec un sentiment d'avoir envie de vivre. Je pense vraiment que tout ça n'est pas linéaire et que souvent on peut être presque à l'acceptation et voir apparaître à nouveau de la colère ou de la culpabilité. Et je pense que finalement le processus, c'est aussi accepter que ce soit pas linéaire et que ça change un peu tous les jours, voire même plusieurs fois dans la journée. Et c'est aussi être accepter d'être traversé par ces différentes émotions qui s'entremêlent en fait. Et est-ce qu'on peut considérer que l'acceptation, qui peut être apparentée comme la dernière phase, même si je connais la réponse, est-ce que c'est oublier? Alors, je ne crois pas en fait. Je crois que l'acceptation, c'est finalement euh, pouvoir intérioriser l'autre et transformer finalement un vide, une absence réelle, un manque réel aussi, de pouvoir le transformer en sentiment de présence intérieure. Je pense que il s'agit absolument pas d'oublier la personne disparue, mais au contraire de pouvoir lui faire une place à l'intérieur de soi et être capable justement, par exemple, de se remémorer de bons souvenirs, de se remémorer, de parler d'elle en remontant dans des souvenirs qu'on a vécus, qu'on a partagés, voilà, des moments de vie euh, qu'on a pu vivre ensemble, etc. Mais c'est vraiment pas, c'est surtout, je pense, ne pas oublier, parce que l'idée c'est de faire l'acceptation, c'est ça, c'est être capable d'accueillir ce qui est au fond de soi, donc faire de la place à la personne qui a disparu, mais d'une manière différente. Et alors après, on lui fait de la place dans son cœur, dans sa tête et ailleurs, je dirais là où on veut, là où on peut. Mais c'est au contraire de continuer d'avancer avec ses souvenirs et la place qu'on a faite à cette personne. Bah, je te remercie. On entend de temps à autre des témoignages de personnes qui évoquent, suite à la perte d'un être cher, un sentiment de présence ou le fait d'entendre la voix de la personne qui a disparu. Alors je ne demande pas ton avis forcément là-dessus, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut s'expliquer de manière rationnelle ou il y a quand même une part de mystère? Ben, je crois qu'en fait, dans ce processus de deuil, il y a aussi, pour pouvoir se détacher, en fait, pour pouvoir se détacher de l'autre qui n'est plus là, je crois qu'il y a un moment donné
un besoin de se rattacher à l'autre. En fait, je pense que pour pouvoir mieux se détacher, il faut pouvoir se rattacher. Et souvent, moi, j'invite les patients que j'accompagne vraiment à s'écouter dans leurs besoins. Euh, S'ils ont besoin de parler à la personne qui n'est plus là, s'ils ont besoin d'aller se recueillir au cimetière, s'ils ont besoin de, je sais pas, d'allumer une bougie, d'écrire, de faire des choses, ou bien de repasser dans des endroits qu'ils ont connus et qu'ils ont partagés avec la personne disparue. Moi, je les invite vraiment à faire ça parce que je pense que euh, on a besoin en fait de se relier, on a besoin de se rattacher à l'autre pour pouvoir mieux s'en détacher. Je pense que ça fait partie aussi du processus et des étapes indispensables. Donc le fait d'entendre des voix, ça peut aussi être en lien avec ça. Ça peut être en lien avec le besoin de retrouver l'autre en fait d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers une odeur, voilà, en entendant la voix. Il y a des gens qui gardent des messages sur le répondeur pour avoir la voix. Et puis ça peut être voilà, plein d'autres choses encore, hein, mais je crois que tant qu'on a besoin de ça, je pense que c'est important de pouvoir s'écouter là. Et Est-ce que... c'est pas parce que les gens, moi j'ai eu une dame récemment qui a perdu son fils et qui me disait j'ai besoin d'aller me recueillir au cimetière tous les jours. Et elle me dit mais je m'empêche même de le faire comme j'aurais besoin parce que sinon j'irais 2 fois par jour. Et je crois que voilà, il y a un moment dans le processus de deuil où il peut y avoir vraiment ce besoin de se rapprocher de l'autre, de le retrouver d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que d'entendre euh, la voix, les voix, de pouvoir parler, de pouvoir se rattacher, c'est très important. Donc l'idée serait de bien s'écouter, de ne pas porter de jugement à ses ressentis, à ce que l'on souhaite finalement. Ouais, en tout cas, moi, c'est vraiment, c'est comme ça que je vois l'accompagnement de l'autre, en fait. Euh, Quel que soit d'ailleurs l'accompagnement, parce que finalement, ça peut être aussi dans la vie personnelle, hein. Je crois que pour moi, en tout cas, accompagner l'autre, c'est cette idée d'être là. Et être là simplement, en fait. Donc, respecter l'autre là où il en est, respecter ses émotions, son besoin du moment et effectivement ne pas porter de jugement autant que possible, rester dans cette compassion et cette bienveillance qui permet d'être juste là. Et si la personne a besoin à un moment donné de reparler encore et encore et encore toujours du même souvenir, et ben être là, ça peut être l'écouter, puis en discuter encore et encore et encore, sans forcément voilà, couper court ou sans forcément obliger la personne à sortir de ça en lui disant, écoute, ça fait 20 fois qu'on en parle, voilà, avance quoi. Et je pense que le meilleur accompagnement qu'on puisse témoigner, c'est vraiment ce être là et dans le respect de là où en est la personne à l'instant T. Et c'est vrai que c'est toujours délicat de savoir où mettre le curseur dans ces moments-là par rapport à cette notion de présence pour l'autre, parce qu'on se sent toujours un petit peu gêné, on ne sait pas quoi dire, pas quoi faire. Et comme tu le dis, bah, l'important c'est juste d'être là, et c'est déjà beaucoup. Ouais, tout à fait. Puis en même temps, on sait bien comme c'est difficile d'être là, parce que être là simplement, c'est pas si simple que ça en fait. Ça demande aussi à soi-même ben, de pas vouloir intervenir, de pas vouloir être dans l'action toujours, de pas vouloir être dans la réaction. Voilà, ça demande aussi beaucoup d'acceptation en fait. Et je crois que c'est pas si simple que ça parce que voilà, parce que c'est quand on voit quelqu'un qu'on aime qui souffre, la tendance première, la réaction un peu primaire qu'on pourrait avoir, c'est de tout faire pour l'en sortir ou pour voilà pour se mettre à distance de cette souffrance. Alors que finalement, là encore, si on accepte que la personne qu'on aime souffre hein, ou soit triste, eh ben, je pense qu'on l'aide beaucoup. Et on a le droit d'être triste que l'autre soit triste. Et ça, on a le droit de se le dire aussi. Oui, et c'est vrai que les émotions négatives font peur, même si j'ai l'impression que les choses
change en tout cas par rapport à la perception et à l'éducation qui est faite par rapport à la gestion des émotions. Par exemple, moi qui ai deux enfants en bas âge, les émotions, c'est quelque chose qui est évoqué dès la maternelle, à travers des livres, à travers... il y a même un spectacle d'ailleurs qui a été... le thème du spectacle de fin d'année de mon fils, c'était sur les émotions. Donc j'ai l'impression que les choses changent quand même. Oui, oui, de plus en plus, effectivement, il y a des livres qui sont très bien faits pour les petits sur l'identification des émotions. Et puis, effectivement, on laisse un peu plus de place aux émotions aujourd'hui dans, dans plein de domaines différents. On l'entend aussi dans les entreprises par rapport au bien-être des salariés, voilà, différentes façons de manager aujourd'hui où on arrive un peu plus à laisser la place aux émotions. Mais en fait, je crois que les émotions douloureuses, tous les éprouvés en fait qui sont inconfortables et difficiles, on a envie qu'ils passent vite. On a envie de les mettre à distance parce que c'est désagréable en fait, c'est déplaisant. Donc c'est aussi humain quelque part, voilà, d'avoir envie de fuir ce qui nous fait du mal en fait, hein. Et justement, on parle des émotions, on parle des enfants. Euh, Comment, selon toi, il faudrait agir vis-à-vis des enfants, justement, dans le cadre d'un deuil? Est-ce qu'il faut plutôt cacher les choses? Est-ce qu'il faut plutôt les interroger? Comment tu vois les choses là-dessus? L'idéal, hein, ce serait évidemment de se caler sur l'enfant et de pouvoir le suivre là où il est. Donc ça, c'est effectivement l'idéal. Après, peut-être qu'on peut, en fonction de l'âge de l'enfant, on peut aussi lui demander ce dont il a envie. Mentir et ne pas dire la vérité telle qu'elle est, je pense que il y a un moment où il faudra le dire quand même, Mhm. mais être- pouvoir lui expliquer les choses tout simplement et puis après le laisser cheminer avec ça et puis essayer de le suivre là où il nous emmène finalement. Parce que si on regarde bien, si on observe les enfants, euh, ils nous donnent les clés, c'est-à-dire que finalement, ils nous donnent des indices aussi pour avancer. Ils nous aident beaucoup pour ça. Donc après, il y a des enfants qui vont avoir besoin de beaucoup, beaucoup en parler, qui vont poser beaucoup de questions, d'autres qui vont pas poser de questions et qui vont vivre ça à l'intérieur d'eux-mêmes d'une manière peut-être beaucoup plus discrète. Euh, Être là, c'est peut-être aussi dire à l'enfant, mais écoute, voilà, si à un moment donné tu as besoin qu'on en parle ou qu'on aille au cimetière ou qu'on fasse quelque chose, eh ben, demande, dis-le. Voilà, ce serait un peu ma réponse, Teddy. Mais après, je pense qu'on peut expliquer les choses aux enfants avec des mots très simples et que si on regarde bien les dessins animés ou les contes, finalement, les enfants très tôt sont confrontés à la mort. Ils sont confrontés à la mort d'un animal familier, du poisson rouge, ou bien voilà, dans les dessins animés ou les contes, il est très très souvent question de la mort. Donc je pense qu'ils y sont confrontés très tôt et qu'on peut aussi, avec des mots très simples, leur expliquer ce que c'est, vraiment de manière très simplifiée. En tout cas, leur expliquer que le grand-père, il n'est pas parti en vacances. Voilà, qu'il est Oui. parti et qu'il ne reviendra pas. Ça, je crois que c'est important de le dire pour pas les mettre en attente, par exemple, d'un retour. Et je vais profiter du coup de ta présence pour parler 2 secondes du Roi Lion. Il y a quelques mois, je regardais ce dessin animé avec mon fils, donc qui à l'époque avait 4 ans. Euh, Ça remue pas mal de trucs, moi j'avais un peu les mouillettes hein, quand le papa tombe dans le vide et quand Simba après va le voir. Euh, voilà. Et mon fils, lui, ne bronchait pas. Donc ça montre bien que on a tendance, peut-être nous en tant que parents, à projeter nos craintes sur nos enfants. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Oui, parce qu'en fait, c'est là où enfin, les enfants, ils sont pleins de ressources, les adultes aussi, mais les enfants ont peut-être encore plus vite que nous parce qu'ils ont moins de filtres. Ils sont très tôt confrontés à la mort, en fait, même si on n'en a pas envie en tant qu'adulte et en tant que parent. Voilà, très tôt, ils l'entendent dans les contes, dans les histoires qu'on leur raconte, ils le voient dans les dessins animés, dans les films, en fait, quasiment dans tous les Disney, la mort est présente, en fait.
Et effectivement, le roi lion, au moment où le petit lion perd son papa, c'est très très émouvant en fait, y compris quand on est adulte, on est très touché par ça. Et dans tous les contes, très souvent, il y a la mort en fait. Eh ben, je te remercie. En parlant de livres, justement, est-ce qu'il y aurait des références que tu souhaiterais partager avec ceux qui nous écoutent? En termes de références bibliographiques, moi j'aime beaucoup un auteur qui est un psychiatre dont on entend souvent parler, c'est Christophe André, qui a développé en France la méditation de pleine conscience, et puis qui parle souvent des émotions. Alors il y a deux livres que j'aime, je les aime tous les livres, mais il y a deux livres que j'ai retenus par rapport à ce qu'on a évoqué. C'est La vie intérieure, où il reprend justement, c'est un voyage au pays des émotions. Donc il reparle de l'importance de se laisser traverser par les émotions et finalement de les accueillir et de les laisser faire ce qu'elles ont à faire. Et puis le deuxième, c'est La force des émotions. Comment les utiliser pour que ça devienne une ressource et que ça permette des choses plutôt que ça empêche des choses. Donc voilà, Christophe André, j'aime beaucoup cet auteur. En plus, je le trouve très accessible. Il y a aussi Marie de Henzel, qui est psychologue et qui a écrit un livre, moi, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Il est sorti en 95. Ce livre, c'est La mort intime. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé ce livre. Elle a écrit aussi L'art de mourir et Mourir les yeux ouverts, Marie de Henzel. D'accord. Et puis on l'entend sur des podcasts sur France Culture aussi régulièrement. Et il y a un autre auteur que j'aime beaucoup, qui parle aussi d'acceptation, qui parle des émotions, qui parle des blessures de l'être humain, c'est Lise Bourbeau. Et Lise Bourbeau, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Le pouvoir de l'acceptation. Eh ben, je te remercie beaucoup pour toutes ces références. Pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient justement voilà, te contacter, est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux et par quels moyens on peut te joindre? Alors oui, je suis présente sur Facebook. J'ai une page Facebook qui s'appelle Cécile Flasselière, psychologue hypnothérapeute. J'ai également un site internet, puisque mon cabinet donc est à Dijon. J'ai un site internet, cécileflasselière-psy.fr. Et puis je suis présente également de façon peut-être plus ancienne, plus traditionnelle, dans les pages jaunes également. Voilà. Eh ben, en tout cas, tu ouvres le bal, puisque tu es la première à évoquer les pages jaunes dans Vivant. Donc je trouve ça assez drôle. En tout cas, Cécile, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour toutes ces informations. Et j'espère que ça aurait été source d'apaisement et que ça pourra donner des clés aussi de compréhension à ceux qui nous écoutent. Donc, bah, écoute, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup Teddy, à toi aussi pour ta bienveillance, pour ton écoute, pour ton partage. C'est toujours un plaisir voilà, de travailler avec toi parce que c'est très agréable. Et puis je te souhaite aussi une longue vie à ta nouvelle entreprise et une très très belle réussite. Bah écoute, merci pour tout ça, je te remercie vraiment. Je te souhaite une très très belle journée, prends soin de toi et à bientôt Cécile. Merci, au revoir, à bientôt. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à le partager et à le commenter sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas la note 5 étoiles et vos petits commentaires sur Apple Podcast, ça aide beaucoup Vivant à se faire connaître. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un prochain épisode où je recevrai Sarah Dumont. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et surtout, prenez soin de vous.